Le gouvernement vient d'accorder un abattement de 25% sur les sommes dues au titre de l'impôt foncier et une prorogation du délai de paiement jusqu'au 31 décembre prochain. C'est une mesure qui vise à réveiller le civisme fiscal chez les contribuables et les propriétaires de maisons ou de terrains. Pour faire face au nombre accru d'étudiants entrant dans les cycles d'enseignement supérieur, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique va désormais recourir à la formation à distance. Il vient de signer une convention avec l'agence universitaire de la francophonie. Kaïd Essebsi, c'est le tout nouveau président tunisien. Il a obtenu 55,68% des suffrages contre 44,32% pour son rival Monsef Marzouki. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Commençons par cette nouvelle a priori bonne pour les contribuables et les propriétaires de maisons ou de terrains astreints au paiement de l'impôt foncier. Le gouvernement vient de prendre des mesures d'allègement, un abattement de 25% sur les sommes dues pour leur permettre de s'acquitter de leur impôt. Et ce n'est pas tout, le délai de paiement a aussi été prorogé jusqu'au 31 décembre prochain. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo et Adama Koné. 15 décembre 2014, telle était la date butoir pour le règlement de l'impôt foncier. Cependant, cette année, les autorités fiscales prévoient un abattement exceptionnel de 25% sur cet impôt. Je viens à peine de payer mon impôt foncier au centre des impôts de Yopougon. Normalement, l'impôt s'élevait à la somme de 525 000. Pour un montant de 525 000 francs, j'ai un abattement de 25% qui me revient à 131 250. Donc j'ai payé la somme de 368 750. J'ai bénéficié de 25% de réduction. Je devais payer 400 000 francs comme impôt, j'ai payé 300 000 francs. C'est-à-dire que j'ai eu une réduction de 100 000 francs. Mieux, l'échéance du 15 décembre a été reportée au 31 décembre 2014. Cet abattement est un cadeau que l'État de Côte d'Ivoire consent à l'endroit des contribuables. Et cet abattement coûte 5 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. C'est dire que c'est un cadeau fiscal important. Il est bon que chaque Ivoirien le sache, se l'approprie. Pour bénéficier de cette mesure spéciale, les propriétaires de maisons, de terrains bâtis ou de terrains nus devront payer leur impôt foncier avant la fin de l'année. Il ne reste donc qu'une semaine aux retardataires pour s'acquitter de leur impôt et bénéficier de cet abattement. Vu l'affluence et le nombre de personnes, il est important d'aller maintenant. Parce que si, pour une raison ou une autre, vous allez à la fin de l'année, c'est-à-dire dans la période du 29 et du 30, l'affluence sera telle que les collaborateurs n'auront pas le temps de vous saisir, de vous prendre en compte pour 2014. Très rapidement, vous allez vous trouver en 2015. Et là, ça devient plus compliqué parce que vous perdez la mesure exceptionnelle et vous vous attendez à des pénalités, à des majorations. En plus de ces majorations, pour une maison ou un terrain non déclaré à l'autorité fiscale, le propriétaire s'expose à des sanctions. Une peine de prison allant de 1 mois à 2 ans ferme, avec une amende de 500 000 à 30 millions de francs CFA. Les douanes ivoiriennes, elles, sont en tournée. Il s'agit d'une tournée de sensibilisation au civisme fiscal. À Korogo, le message est adressé aux opérateurs économiques. Les responsables des douanes les invitent à tourner le dos à la fraude. Les douanes ivoiriennes font de la sensibilisation le meilleur credo pour faire face à la fraude fiscale qui ronge l'économie ivoirienne. Une tournée est initiée dans plusieurs villes du pays. À Korogo, la rencontre entre douaniers et opérateurs économiques s'est faite en présence du préfet de région. Des échanges ont permis aux douanes ivoiriennes d'inviter la classe commerciale de Korogo à faire barrière à la fraude fiscale. Notre constat est que notre administration n'est pas suffisamment connue. Ces procédures, en tout cas, sont perçues comme étant très complexes. Et il était bon pour nous de venir rencontrer les populations, en tout cas pour nous faire connaître davantage et leur expliquer ces procédures. Les commerçants sont prêts à jouer leur partition tout en demandant au gouvernement de soutenir leur corporation. Nous pensons que ces préoccupations ont été satisfaites dans la mesure où on nous a donné beaucoup d'informations sur la douane que nous ne savons pas. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire pense à nous les jeunes du Nord, qui n'avons que pour activité le commerce. Je pense qu'à partir de cette réunion, alors je me fais fort de comprendre que la douane n'est pas l'ennemi du citoyen, mais plutôt son ami, puisqu'elle nous protège en tant que consommateurs.
Les médias locaux sont également sollicités par les douanes ivoiriennes pour cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Plusieurs opérateurs économiques chinois étaient en mission de prospection du 19 au 21 décembre dernier dans la région des Grands Ponts. Ils sont allés examiner avec les élus locaux les opportunités d'investissement dans les localités de Grand Laou, Dabou et Jacquesville. On retrouve Jean-Louis Gbangbo. Son reportage est commenté cette fois par Jean-Jacques Kwameala. C'est par la commune de Jacquesville que la mission de prospection du groupe chinois Sino Hydro s'est achevée dimanche dernier. Comme à Grand Laou et à Dabou où elle a séjourné, la délégation s'est penchée sur les opportunités d'investissement qu'offre la commune. Le premier projet que nous avons porté à leur connaissance et qui préoccupe les populations de Jacquesville, c'est la création d'une ville nouvelle. Nous avons dégagé 300-400 hectares de terrain. Nous leur avons aussi expliqué que Jacquesville, qui sera désenclavée à partir du mois de mars par le pont qui nous sera livré, doit abriter aussi des complexes hôteliers. Au-delà de Jacquesville, c'est toute la région des Grands Ponts qui espère voir ses besoins d'investissement réalisés par le groupe chinois. Sur Grand Laou, nous travaillons sur un port de pêche avec leur groupe. On va faire les études de faisabilité. Sur Dabou, on a le projet de port sec à Kragio. Sur Jacquesville, on est venu échanger avec le maire pour avoir sa vision. Il nous a parlé de villes nouvelles et de différents projets. En Côte d'Ivoire, le groupe Sino Hydro est déjà en charge de la construction du barrage de Soubré. Son passage dans la région des Grands Ponts a surtout été marqué par la signature d'une convention pour la réalisation du port de pêche de Grand Laou, un ouvrage dont le coût est estimé à 42 milliards de francs CFA. À Abidjan, ici même dans la cour de la RTI, à partir de demain, mardi 23 décembre jusqu'au 23 janvier prochain, soit pendant un mois, une exposition sera organisée par le groupe. C'est une exposition pour présenter les différents ponts réalisés dans la capitale économique, mais aussi ceux construits partout en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, vous aurez droit aux différentes étapes de la réalisation du troisième pont d'Abidjan, le pont Henri-Konan Bédié. Franck Quadion. La cour de la RTI envahie de ponts datant d'avant les indépendances. Jour 1 avant l'exposition initiée par la RTI sur les ponts construits en Côte d'Ivoire de la période coloniale à nos jours. Nous venons d'inaugurer le pont HKB, qui est un pont moderne. Mais les Ivoiriens ne connaissent pas forcément les autres ponts qui ont été bâtis depuis le commencement du développement de la Côte d'Ivoire. Donc la RTI, qui est la mémoire de la Côte d'Ivoire, saisit cette opportunité pour raconter une histoire, présenter aux habitants de la Côte d'Ivoire les ponts qui ont existé. Une exposition gratuite réservée à tout public. Le pont flottant datant de 1931. Les ponts en béton, le pont Henri-Konan Bédié, des images fortes pour mieux instruire sur l'histoire du développement de la Côte d'Ivoire. Les visiteurs devront s'attendre à des images d'un photographe qui s'appelle Louis Normand, qui a été le photographe d'Oufoué-Boigny. Nous avons un fonds photographique et c'est ces photos-là que nous disposons ici pour l'exposition sur les ponts de Côte d'Ivoire. Et la page pittoresque, un authentique pont de liane venu de la région de Danani. C'est des initiés qui les ont préparés. Ils les ont préparés et nous les avons transportés ici. Même pour les poser, il fallait aussi attendre la nuit. Déjà pour les transporter, il fallait les transporter la nuit et l'installer, le pont, il fallait l'installer la nuit. Ça n'a pas été chose facile, n'eût été certains sacrifices qui ont été faits pour que vraiment les anciens et les génies nous autorisent à pouvoir venir avec ce pont-là ici en fait. L'émergence en images, la RTI veut s'inscrire dans une dynamique didactique. L'exposition durera un mois, cérémonie d'ouverture prévue ce mardi 23 décembre. RGPH 2014, enjeux et stratégies dans la planification de développement de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de l'émission qui vous sera proposée demain à 21h sur RTI1. L'invité, c'est le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Dr Albert Mabry Touakeus.
Un mot de sécurité dans ce journal et nous nous intéressons à la réforme du secteur de la sécurité. Une réforme qui, vous le savez, vise à garantir à l'État et aux populations une sécurité efficace. Pour la réussite de la mission, les populations sont associées au projet. Mais quels seront exactement leurs rôles dans cette réforme? Quels seront leurs rapports avec les autorités administratives et militaires? Élément de réponse maintenant dans cet élément signé Herman Niamia. La réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des mesures prises par l'autorité politique en vue de transformer les acteurs et les institutions en charge de la sécurité en redéfinissant leur rôle, leurs responsabilités, leurs actions et leur place dans le pays afin qu'ils agissent dans un cadre respectant les normes démocratiques et les principes de bonne gouvernance. La réforme du secteur de la sécurité n'est pas uniquement une question de désarmement ou de réduction de la taille de l'armée, mais la réforme de la sécurité dans un sens plus large. Sécurité militaire, sécurité alimentaire, sécurité au niveau de la santé, au niveau de l'environnement. Bref, la sécurité de chaque être humain vivant dans la société. C'est une vision nouvelle qui a été impulsée par le président de la République, qui a été donc mise en forme dans une stratégie nationale. Et c'est cette stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité qui est mise en œuvre. Pour réussir le pari, les autorités décident d'associer les populations. Chaque région du pays sera donc dotée d'un comité sectoriel de la réforme du secteur de la sécurité, dénommé RSS. Pour ce lancement, 2 régions ont été choisies. La région de l'Indénié-Djouablin avec pour capitale à Bangourou et la région de Lamé avec Adzopé. Ces 2 régions ont déjà élaboré leur plan d'action. À Bangourou, 46 personnes composent le comité régional de la RSS, dont le corps préfectoral, des élus, des dignitaires religieux et chefs traditionnels, des éléments des forces de sécurité et paramilitaires, des représentants d'associations de jeunes et de femmes, des directeurs et chefs de service. Dans un premier temps, nous allons faire une formation, d'abord au niveau des membres du corps préfectoral, et puis ensuite au niveau des élus, et puis au niveau de tous les membres du comité, pour que nous soyons au même niveau d'information. À partir de là, maintenant, nous allons faire des réunions et puis nous allons redéfinir le plan d'action pour voir sa budgétisation et puis le programmer dans le temps. C'est le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé du développement local, qui a installé ce comité régional. Lazare Dagodjaï est revenu sur la nécessité pour les populations de faire en sorte que les résultats escomptés soient obtenus. Les élus locaux ont beaucoup à faire dans le cadre de la construction de la sécurité au niveau local. Ils doivent faire en sorte que des stratégies de prévention de l'insécurité soient mises en place dans nos collectivités. Et ils doivent faire en sorte que toutes les populations soient engagées dans la lutte contre l'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la sécurité est un service qu'il faut rendre à la population. De même que le maire construit l'école, de même qu'il construit l'infirmerie, le maire doit construire la sécurité dans sa commune. À Adzopé, le comité régional comprend 37 membres. Les populations et le préfet de région, président du comité régional de la RSS, ont assuré à la délégation du Conseil national de la sécurité leur ferme détermination à faire en sorte que la vision du chef de l'État soit réalisée. Nous avons un plan d'action qui met l'accent sur les préoccupations des jeunes. Nous ferons en sorte que les jeunes soient mis au travail, que notre environnement soit assaini, que nous nous sentions tous en bonne santé. On ne peut rien faire sans sécurité. Et nous sommes les premiers bénéficiaires de la sécurité dans les villages. Donc un chef qui peut se mettre en marge de ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas un vrai chef. Et tant que femmes, c'est nous qui restons à la maison. Quand les hommes vont au travail chercher de l'argent pour venir nourrir la famille, c'est nous. Et nous avons l'œil sur beaucoup de choses à la maison que les hommes. Nous sommes tellement attentionnés, et tant que d'abord une mère, donc vraiment, moi je pense que les femmes, elles ont beaucoup apporté à cette sécurité. Les membres du comité sectoriel de la RSS sont des bénévoles. Toutefois, les frais engagés dans le cadre des activités et missions sont pris en charge par le budget alloué au comité. L'État jouera sa part, les partenaires, mais les élus eux-mêmes joueront leur part. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils attendent que tout vienne aussi de l'État. Non, les élus devront mettre en place une politique de mobilisation aussi de ressources pour faire face à certains besoins.
Après les régions de l'Indénié, du Hablin et de la Mé, les comités sectoriels de la réforme du secteur de la sécurité des autres régions du pays seront installés à leur tour. L'un des objectifs de ce projet est de transformer l'idée de répression prêtée aux forces de défense et de sécurité en une fonction à plusieurs niveaux: l'assistance, la protection, l'accompagnement et le conseil des populations. Comment faire face au nombre accru d'étudiants entrant dans les universités? Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique semble avoir trouvé la solution. Il veut recourir à la formation à distance. Et pour y arriver, le ministère bénéficie de l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie. Une convention vient donc d'être signée en France entre les deux parties. Marie-Laure Ngoran, notre envoyée spéciale sur place. Paris, place de la Sorbonne. L'Agence universitaire de la francophonie accueille une mission ivoirienne. Elle est conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'AEF et la Côte d'Ivoire veulent intensifier leur coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une convention est donc signée entre les deux parties. L'Agence universitaire de la francophonie va apporter son appui dans le déploiement des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation dans le système d'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut que le numérique soit un outil pédagogique qui permet aux étudiants, depuis par exemple le campus numérique francophone installé à l'université d'Abidjan, ou depuis chez eux, ou depuis d'autres endroits, de suivre des cours, d'accéder au savoir et ensuite de venir à l'université pour dialoguer avec l'enseignant. Mise à disposition des formations diplômantes en ligne, soutien des projets de recherche. Les retombées sont importantes pour les étudiants, enseignants et chercheurs. Le numérique va nous permettre d'améliorer la qualité de notre formation. Parce que désormais, les étudiants auront les cours du semestre avant de rencontrer le professeur pour essayer de répondre aux questions résiduelles qui existent encore quand l'étudiant n'a pas compris. Les deux parties, la Côte d'Ivoire et l'AEF, affichent leur détermination à faire face au nombre accru d'étudiants entrant dans les cycles d'enseignement supérieur. Et l'une des solutions reste pour elles la formation à distance. Retour en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de faire don des kits scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux promoteurs de centres d'alphabétisation. Le ministère apporte ainsi son appui à ces structures afin de lutter contre l'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Guillaume Zéré, Pascal Codé, Fatou Fofana. À 55 ans, Crapoline, commerçante, n'apprend à lire et à écrire que maintenant. Comme elle, 51% de la population ivoirienne est analphabète. Un taux très élevé que le ministère de l'Éducation nationale entend ramener à 35% d'ici à 2020. Pour relever ce challenge, la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle offre 400 kits scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA à des centres d'alphabétisation. La cérémonie de ce jour répond à un double intérêt pour nous. Encourager les promoteurs qui font un excellent travail sur le terrain, qui aident l'État de Côte d'Ivoire à ne laisser personne en marge, qui œuvrent nuit et jour à ce que des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent accéder à la connaissance. Ces kits d'alphabétisation sont reçus avec beaucoup de soulagement par les bénéficiaires. Nous recevons souvent des apprenants qui viennent sans un cahier, rien à la main, disant qu'ils n'ont pas de moyens. Mais si nous avons des kits contenant des cahiers, la craie, des rames, ça peut nous aider vraiment à travailler sur le terrain. Savoir lire et écrire, un gage de développement pour toute société, et ce ne sont pas ces apprenants qui diront le contraire. Et pour aller à l'école, il faut être en bonne santé. 29 milliards de francs CFA, voilà le budget de la MUGEFSI au titre de l'année 2015 pour répondre aux défis de la couverture maladie universelle. Le budget a été adopté ce week-end. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État compte ainsi étendre son champ d'action en 2015 pour le bien-être des populations. Doigt des lasers.
Des consultations, des prélèvements de sang, les 300 délégués régionaux de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sont soumis à cette épreuve sanitaire pour la vérification de leur tension artérielle. Une action initiée par la MUGEFSI à l'occasion des assemblées générales pour permettre aux membres de connaître leur état de santé. Pour ma santé en tant que mutualiste, c'est très important. Tout à l'heure, le médecin m'a assuré de continuer à pratiquer le sport parce que aussi bien ma tension artérielle que mon poids concordent. À cette assemblée générale ordinaire, plusieurs points ont été relevés. Il s'agit entre autres du budget de l'exercice 2015 et de la couverture maladie universelle, CMU, qui est un défi à relever par la MUGEFSI, selon Soro Mamadou, président du conseil d'administration de la mutuelle. Nous sommes à 595 pharmaciens agréés sur les 800 que compte la Côte d'Ivoire. Plus de 5000 prescripteurs médecins, une large couverture de l'ensemble du territoire national et au 1er janvier, l'interconnexion va être établie avec toutes nos délégations afin que les services soient déconcentrés pour que les cartes et bien d'autres services soient édités dans les régions pour que les mutualistes n'aient plus à se déplacer. L'Assemblée générale a décidé qu'effectivement on devienne un organisme de gestion délégué de la couverture maladie universelle, endossant ainsi la Constitution et endossant ainsi la loi sur la couverture maladie universelle. Un budget annuel de plus de 29 milliards de francs CFA contre 23 milliards en 2014 a été adopté pour le renforcement des outils de gestion, l'extension du réseau de soins et des prestataires médicaux sur l'étendue du territoire national en vue de permettre à tous les adhérents de bénéficier des prestations de la mutuelle dans les meilleures conditions. On reste dans le domaine de la santé. C'est un espoir de taille dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. L'armée américaine a mobilisé une nouvelle arme tueuse de microbes dans cette lutte. C'est un robot doté de 4 roues pouvant désinfecter une pièce en quelques minutes en diffusant des ultraviolets. Aujourd'hui, le virus Ebola a tué plus de 7000 personnes selon le dernier bilan. Ce robot peut assister un chirurgien lors d'une opération. Une application médicale à l'étude depuis longtemps, mais l'arrivée d'Ebola et le risque de contagion élevé a donné d'autres idées à ce scientifique. Ebola peut contaminer de nombreuses surfaces et les robots peuvent aider à réduire la fréquence des contacts avec le virus pour les humains. Pour s'occuper d'un patient atteint d'Ebola, le personnel soignant doit porter des équipements de protection qui compliquent leur travail. Un robot pourrait simplifier certaines tâches, comme les perfusions par exemple. C'est difficile parce qu'on ne voit pas bien ce qu'on fait et surtout ça peut être très dangereux si un médecin ou une infirmière se pique avec une seringue. À terme, des robots pourraient aussi être utilisés en laboratoire. Mais l'autre application concrète pourrait être dans le domaine de la stérilisation. Dans cet hôpital, c'est un robot qui désinfecte chambres et équipements grâce à des rayons ultraviolets. Virus et bactéries ne résistent pas à cette lumière 25 000 fois plus intense que celle du soleil. On utilise ce robot tous les jours pour nettoyer les chambres entre deux patients. Ça permet de désinfecter totalement les lieux. La technique détruit 99% des bactéries et peut faire disparaître toute trace d'Ebola en seulement 90 secondes, une présence rassurante pour les patients. Les patients ont bien accueilli le robot et c'est le personnel soignant qui demande à ce qu'il intervienne pour le nettoyage. Ça permet à tout le monde de se sentir un peu plus en sécurité. Mais si les robots peuvent stériliser un hôpital de Californie ou installer une perfusion dans l'environnement feutré d'un laboratoire, la tâche risque d'être plus compliquée dans les pays en développement, en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à présent dans la page politique de ce journal. Quel environnement et quelle orientation du développement durable pour l'émergence en 2020? Des acteurs professionnels de l'environnement, de la salubrité, de la forêt, du climat viennent de plancher sur ce thème. Objectif, faire un inventaire de la situation environnementale en Côte d'Ivoire en vue de faire de meilleures propositions à la direction du Rassemblement des Républicains. Les chiffres sont alarmants.
Près d'un quart des maladies et décès dans le monde sont imputables à des facteurs environnementaux selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, 2 millions de tonnes d'ordures sont produites chaque année et la moitié dans le seul district d'Abidjan. Quoi d'autre mieux que le développement durable pour créer la riposte? C'est cette question qui a été au centre d'une réflexion initiée par le secrétariat national du RDR en charge de l'environnement et du développement durable. Plusieurs recommandations ont été faites. Elles seront transmises à la direction du parti pour ensuite être remises au chef de l'État. Ces propositions ont attrait à la gestion des déchets, à l'applicabilité du nouveau code forestier. Et les propositions vont être faites aussi dans l'implication de l'émergence pour 2020 avec une durabilité certaine. Pour atteindre ce cap en 2020, il faut un autre type d'Ivoirien. Nous devons faire des efforts pour rentrer dans l'émergence avec des habits neufs, c'est-à-dire avec un environnement propre. Que chaque Ivoirien soit conscient que son environnement est important pour lui et pour son voisin. Des acteurs et professionnels sensibles à la notion de développement durable ont également pris part aux échanges. Vous êtes sans ignorer la problématique d'interdiction des sachets plastiques qui est en cours actuellement. Nous sommes venus apporter notre contribution pour des solutions idoines. Ce séminaire a été aussi l'occasion de présenter la vision libérale de la gestion environnementale et de la durabilité, ce qui fait dire à Mamadou Fofana que loin d'être opposant, son parti, le RDR, est plutôt proposant. Et puis, c'est officiel, la Tunisie a un nouveau président. Beji Caïd Essebsi, le chef du parti Nidatoun, remporte sur son rival Monsef Marzouki. Il promet d'être le président de tous les Tunisiens. Selon des premiers résultats obtenus, l'ancien premier ministre obtient 55,68% des voix contre 44,32% des suffrages pour le président sortant. Il devient ainsi le premier président démocratiquement élu de Tunisie depuis l'indépendance du pays en 1956. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI.